BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Erwan Maurice. Et vous êtes toujours avec nous depuis Nice en direct, la Villa Masséna. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ce cadre pour enregistrer une émission avec vous, Jean-Marc Daniel qui nous suit partout sur BFM Business. On est au pied de la promenade des Anglais qui est juste derrière nous pour cette nouvelle journée spéciale du Tour de France BFM Business. Jean-Marc Daniel à mes côtés, Jean-Pierre Savarino est toujours là, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, et nos deux nouveaux invités de prestige nous rejoignent. Nous recevons Lionel Servant, bienvenue. Merci. Vous êtes le directeur du Negresco, qui est juste derrière nous, hôtel 5 étoiles iconique de la Côte d'Azur. Et à vos côtés, Franck Golnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Bonjour. On entend vos avions qui sont en train de passer juste derrière nous. Merci de nous accueillir d'une certaine manière dans votre belle ville de Nice. On parlait d'attractivité en tout début d'émission. Les infrastructures, elles ont un rôle primordial à jouer sur ce sujet. Donc, des aéroports de qualité, ça passe par vous aussi, Franck Golnadel. Vous êtes en train d'adapter d'ailleurs les infrastructures à Nice, je crois. Oui, en fait, nos infrastructures sont sans cesse en adaptation. On doit s'adapter aux besoins de nos clients. Et vous l'avez dit, on irrigue, on est la porte d'entrée et la porte de sortie d'un territoire, et on doit être à la hauteur de ce territoire. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois réaménager nos installations existantes et en même temps penser au futur pour permettre aux clients d'avoir suffisamment d'espace pour passer dans nos installations et venir visiter notre belle région, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'Azuréens qui utilisent nos installations pour partir. Vous êtes mis en stand-by là pendant la crise sanitaire. On disait beaucoup, il y avait le flight bashing en disant il faut arrêter de prendre l'avion. Il y avait le trafic, la fermeture du marché asiatique, on ne savait pas vraiment quand est-ce que ça allait reprendre. Est-ce que vous êtes dit on va attendre de voir ce qui se passe, ou est-ce que les investissements ils ont été constants? On a absolument maintenu tous nos investissements qui étaient liés à la sécurité, ceux qui étaient liés à notre démarche environnementale, parce qu'on a un engagement de viser la neutralité carbone à horizon 2030. Et donc, pour tenir cet engagement, il faut investir, il faut changer nos infrastructures, et nous l'avons fait, y compris pendant la période de crise sanitaire. Et nous avons continué d'améliorer nos installations pour être prêts au moment où les clients allaient revenir. Et on a bien vu que l'été dernier, les clients sont revenus en nombre de façon rapidement, parce que là, sur la neutralité carbone, comment l'aéroport il fait pour atteindre la neutralité carbone? Il chasse toutes les émissions de CO2 possibles. Et je vais vous donner deux exemples. Oui. On a d'abord beaucoup de véhicules. Donc, tous nos véhicules sont en train de passer à véhicules électriques ou hybrides. Et on chauffe, on climatise nos installations. Et avec un partenariat avec Dalkia et la métropole, nous sommes en train de transformer nos systèmes de climatisation et chauffage du terminal 1, qui sont issus maintenant de la récupération de chaleur des eaux usées de la métropole, et non plus d'une chaudière à gaz comme nous le faisions avant. Oui, ça c'est quand même toute une logistique à remettre en place, mais bon, aujourd'hui on n'a plus vraiment le choix, il faut y aller. Les aéroports Côte d'Azur, c'est pas que Nice. C'est pas que Nice, c'est Cannes, c'est aussi Saint-Tropez. Bon, vous pouvez nous rappeler votre statut d'ailleurs, vous êtes privé maintenant, c'est ça? Alors, on fait partie des 3 aéroports qui ont été privatisés il y a quelques années. Oui. Et effectivement, l'actionnaire majoritaire est un groupe franco-italien, Azzurra, qui est actionnaire majoritaire. Mais j'ai à côté de moi mon deuxième actionnaire, la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai les 3 collectivités territoriales qui sont aussi mes actionnaires. Ce sont les actionnaires historiques, la Chambre de commerce et les collectivités locales. Et est-ce qu'ils sont très présents, ou est-ce que vous avez une vraie autonomie de gestion? Ils sont tous très présents, parce que tous intéressés au développement du territoire, et je parle sous le contrôle de mon actionnaire, mais je veux dire, ils sont très intéressés par à la fois les projets que nous menons, et ils nous titillent aussi pour toujours nous améliorer, et c'est ça qu'on attend de nos actionnaires. Nice, c'est le 2e aéroport de France pour le trafic passager. 12 millions de passagers l'année dernière, c'était 14 millions en 2019. Là, on est au milieu de l'année 2023. On va faire plus qu'avant la crise? Alors, d'abord, ce qu'on ne recherche pas, c'est un résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons du nombre de passagers, c'est le citoyen, le client, qui décide de venir ou de partir de l'aéroport. Pour répondre à votre question, 2022, 12 millions, un peu plus de 12 millions. Cette année, on prévoit d'être un peu en dessous de 2019 pour plusieurs raisons. D'abord,
le trafic n'a pas complètement repris, au contraire de ce qu'on croit. Et deuxièmement, on est aussi un peu impacté par les crises géopolitiques et en particulier la guerre en Ukraine. Jean-Marc Daniel, la crise du secteur aérien, finalement, elle n'aura pas eu lieu. Non, je pense que tout le monde avait annoncé que effectivement, ça allait être une des grandes victimes et de la Covid et de la guerre en Ukraine, avec notamment l'augmentation du prix du pétrole. Et là, on a des projections de l'IATA qui montrent au contraire qu'on devrait retrouver assez vite les niveaux d'avant 2019, voire la tendance d'avant 2019. Et justement, face à cette tendance, vous avez des projets d'investissement, d'extension, ou est-ce que vous êtes contraint par quand même, c'est un aéroport très particulier, celui de Nice, il est pratiquement dans la ville. C'est un de ses atouts et de ses avantages. Est-ce que vous avez des projets d'extension ou est-ce que vous êtes limité par justement cette position géographique? Oui, parce qu'on a aussi la question de l'artificialisation des sols. Et aujourd'hui, on fait plus ce qu'on veut. Exactement, mais on a à la fois les côtés positifs et les côtés négatifs. Côté négatif, comme vous l'avez dit, on est un aéroport de centre-ville et on est enfermé entre le Var, la Méditerranée et la ville. Donc, on doit être plus précautionneux que n'importe quel autre aéroport. Et là-dessus, là encore, nos actionnaires, nos collectivités territoriales nous poussent à être parmi les meilleurs dans ce sujet-là. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons déjà les pistes qu'il nous faut. Donc, le seul sujet demain pour accueillir nos clients, c'est des sujets d'infrastructures passagers, des terminaux. Et on a effectivement le projet d'agrandir un des deux terminaux. Mais il n'y a pas de sujet d'artificialisation des sols, puisque le sol sur lequel nous allons agrandir le terminal est déjà artificialisé. Alors, la Côte d'Azur, elle attire aussi beaucoup d'étrangers, bien sûr. Ça intéresse forcément Lionel Servan, le directeur du Negresco. On va en parler dans une minute. Mais ça explique aussi que Nice, l'aéroport de Nice, développe tout un tas de liaisons directes, donc des longs courriers avec l'international. Vous me corrigez si c'est faux, mais 2 lignes par jour avec Montréal, 3 lignes par jour avec New York, 1 avec Atlanta, et puis 1 par jour avec Doha. C'est-à-dire que Nice est vraiment connecté à la planète. Vous avez raison, mais vous en avez oublié d'autres. Il y en a 1 par jour avec Dubaï, et puis on en a d'autres avec le Koweït. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est un peu dans la logique de ce qui a été dit tout à l'heure, le trafic aérien est en train de reprendre avec des avions plus efficaces, plus modernes, moins émissifs et plus efficaces sur des distances et donc capables de relier des villes comme Nice ou des territoires comme celui de Nice directement avec des grandes capitales. Et c'est pour ça que quand on regarde la situation aujourd'hui par rapport à il y a 4-5 ans, vous avez 4 lignes vers les États-Unis et les Américains aiment la Côte d'Azur et la Côte d'Azur aime les Américains. Et aujourd'hui, nos 4 vols font vraiment un grand succès. Et ça évite qu'ils passent par d'autres hubs en Europe et de venir directement. Et c'est devenu un hub, Nice, finalement. Lionel Servan, vous êtes le directeur du Negresco. Ce sont aussi ces connexions directes, finalement, avec ces destinations lointaines qui vous apportent votre clientèle, souvent fortunée. Tout à fait. Nous sommes interdépendants dans notre relation avec l'aéroport. Toutes les nouvelles créations de lignes génèrent naturellement des séjours dans nos hôtels et particulièrement au Negresco. Et je vais prendre un seul exemple. L'année 2022, le marché nord-américain, c'est-à-dire US plus Canada, c'est notre premier marché, suivi de la France parce que nous sommes une marque reconnue au niveau national, mais totalement dépendant de ces nouvelles lignes. Et cette année, en 2023, on note naturellement une progression du marché Koweït, Arabie Saoudite et évidemment Qatar. Tout à fait. Jean-Marc Daniel. Oui, c'est un hôtel fascinant. Le Negresco, c'est une référence mondiale. Il y a combien de chambres et vous représentez combien de personnel? C'est une vraie entreprise, c'est immense. Il y a combien de personnes qui travaillent au Negresco? Une ETI, non? Alors, c'est une vraie entreprise à part entière, avec une grande fierté. Nous sommes un des derniers palaces indépendants français, avec le drapeau, vous le voyez au-dessus de la coupole. Nous appartenons à un fonds de dotation qui avait été créé par Madame Augier, la précédente propriétaire. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous. Combien de salariés? À peu près 200 en CDI, plus, on va dire, une centaine pendant la haute saison, sans compter la plage en face où nous avons aussi une cinquantaine de salariés, pour 128 chambres. Lionel Servan, les grands hôtels de la Côte d'Azur, ils ont été beaucoup moins touchés que les palaces parisiens, parce que justement, vous profitez de l'attractivité de la région et vous comptez moins sur la clientèle d'affaires, qu'on retrouve beaucoup à la capitale. C'est ce qui fait que
finalement, ces deux, trois dernières années, vous les avez passées assez tranquillement? Alors, 2020, on l'a pas passé tranquillement. Pas parce que c'était fermé. La crise Covid. En tant qu'entrepreneur, très inquiet parce que peu de visibilité. Donc là, c'était inquiétant. Une perte de 5 millions d'euros sur l'exercice 2020. Donc une année inquiétante pour nous. 2021, évidemment, nous surfons sur la reprise de la destination Côte d'Azur. Donc c'est vrai que par rapport à des destinations parisiennes ou des grandes capitales européennes, nous avons eu une reprise beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide. Oui. Et vous êtes plein là ou pas? Pratiquement, oui, tout à fait. Ah ouais, déjà. Ouais. Non, mais l'année 2022 est une année extraordinaire pour l'hôtellerie de luxe sur la destination Côte d'Azur. Nous-mêmes, nous faisons une année fantastique. C'est une nouvelle année de référence après 2019 qui était l'année de référence dans l'hôtellerie de luxe. Et 2023, je peux d'ores et déjà vous dire que ça sera la nouvelle année de référence pour, en tout cas, le Negresco. Bon, comment on interprète ça encore, Jean-Marc Daniel? Est-ce que l'aérien repart, le luxe, ça ne s'arrête pas? Et je pense qu'effectivement, nos dirigeants qui n'arrêtent pas de parler de réindustrialisation, ils ne devraient pas oublier que le tourisme, c'est pas infamant. Avoir des entreprises de qualité comme le Negresco et un aéroport qui fonctionne, c'est aussi utile que d'avoir des cheminées qui fument au fin fond des vallées de l'Arve ou de la Loire. Mais j'aurais quand même deux questions complémentaires à vous poser. Est-ce que vous avez des fidèles ou est-ce que vous avez un renouvellement régulier de votre clientèle? Et la deuxième, est-ce que la marque Negresco, vous l'utilisez est-ce que en produits dérivés? J'ai vu qu'il y avait une petite boutique. Est-ce que vous avez beaucoup de produits dérivés autour de la marque Negresco? Alors, une marque centenaire, hein, je crois que vous fêtez vos 110 ans. 110 ans, tout à fait, cette année, avec différents événements tout au long de l'année. Par rapport à votre première question, la marque, c'est quelque chose pour nous très important sur lequel nous faisons un réel focus pour protéger notre marque et évidemment réfléchir sur la mise en place de produits dérivés. Mais c'est aussi une ambition à terme, c'est un développement de la marque. Parce que c'est une marque aujourd'hui qui est reconnue pour son excellence, pour sa gestion en termes de business, en termes de ranking Banque de France, on est E2. Pour une entreprise indépendante, c'est plutôt très très bon, après des années Covid quand même. Donc oui, clairement, notre ambition est un développement de cette marque. Jean-Pierre Savarino, l'hôtellerie de luxe, elle attire donc une clientèle fortunée. La clientèle, elle ne reste pas dans l'hôtel, elle consomme aussi dans les commerces de la ville et de la région. Donc ça, c'est un point très important pour aussi dynamiser le département. C'est essentiel. Aujourd'hui, la consommation moyenne du touriste, suivant sa capacité et l'hébergement dans lequel il va avoir une consommation largement supérieure à la moyenne. Nous avons aussi agrémenté cet environnement qu'est le Negresco de tout aussi un système commercial, boutique, etc., qui correspondent aux besoins à ce niveau-là. Donc, globalement, pour nous, une fréquentation en hausse au Negresco, ça signifie une meilleure économie au niveau du territoire. Oui. Je voulais juste revenir sur votre question, parce que je n'ai pas totalement répondu, sur la fidélisation. Oui, tout à fait. Chez nous, c'est un point important et ça fait vraiment partie de notre stratégie, c'est-à-dire de conserver et de développer cette fidélisation. Nous avons des familles qui viennent depuis des décennies au sein de l'hôtel et qui continuent de venir grâce à notre engagement en termes de fidélisation, en termes de loyauté envers ces hôtes. Et ça, c'est dans notre développement, conserver cette loyauté envers nos clients, c'est vraiment un focus. Rapidement, mais sur l'emploi, parce qu'on a beaucoup dit que l'hôtellerie n'attirait plus, la restauration non plus. Est-ce que c'est le cas aussi dans des établissements de prestige comme le vôtre? Ou est-ce que c'est vraiment pour nous, j'ai un peu honte de dire, pour nous, non. Bon, attendez, tant mieux. L'an passé, si vous voulez, nous avons eu une pénurie de candidats, mais en revanche, nous avons eu l'ensemble des postes présents. Après, la marque, la localisation, l'accessibilité fait que ça facilite beaucoup de choses en termes de recrutement. Franck Golnadel, vous aussi, vous vous adaptez à ces voyageurs haut de gamme. Comment est-ce qu'on accueille les Qataris, les habitants de Doha, les New-Yorkais millionnaires à Nice?
Alors, d'abord, je voudrais pas laisser croire qu'il n'y a que ces passagers-là Bien sûr que non. qui passent par nos installations. Ils passent, mais ils passent comme tous les autres, et un peu comme, avec beaucoup d'humilité par rapport à mon voisin Lionel Servan, mais on essaye aussi d'inculquer au travers de toutes les entreprises qui travaillent sur l'aéroport cette notion d'accueil et de service. Tous les partenaires y sont attachés, parce que comme je l'ai dit, on est une porte d'entrée, une porte de sortie de notre territoire. Soit la première image que va avoir un touriste quand il arrive, soit la dernière quand il va repartir. Ah bah Et bien donc sûr. on se doit d'être à la hauteur de Et ça, on notre sait qu'il y a des territoire. aéroports qui sont très mauvais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Marc. Ah mais des oui, fois, oui, on est oui. quand même très mal accueillis. On est mal accueillis assez souvent, on a du mal à trouver des taxis, etc. Ouais. J'espère que vous avez une sorte de gestion globale de l'accès à l'aéroport, avec les partenaires, les compagnies de Bah, taxis. Jean-Marc, ça s'est passé comment, vous, quand vous êtes arrivé à Nice hier? Très bien. Ouais, moi aussi. Franchement, ça va. Plutôt une bonne Et pourtant, expérience. je ne savais pas que vous étiez là. Voilà. Vous voyez. Mais on n'est pas parmi les privilégiés, nous, normalement, on est Mais- parmi les gens, ploucs. voilà. Mais pour répondre à votre remarque sur... on a la chance aussi d'avoir un aéroport qui a été pensé par ses autorités et en particulier par la métropole. On a le tram qui va de l'aéroport jusqu'au port de Nice. On peut venir en courant ou avec son vélo jusqu'à l'aéroport. Je ne connais pas beaucoup d'aéroports dans le Non. monde qui puissent se targuer d'avoir cette accessibilité qu'il a. Mm. C'est aussi le côté positif d'être un aéroport de centre-ville. Lionel Servan, le Negresco, bah, c'est pas seulement un hôtel, c'est aussi une vitrine de la gastronomie française. Parce que le Negresco, c'est aussi un restaurant. Je crois que vous avez une étoile, Une étoile, tout à une fait. étoile au Michelin. Vous travaillez, enfin, c'est une vitrine, donc il faut aussi donner à voir à la clientèle qui vient aussi rechercher ça. Oui, complètement. Alors, plusieurs choses. Nous avons une brasserie que je considère comme la porte d'entrée à la découverte de la gastronomie du Negresco. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Chantecler. Clairement, c'est notre ambition, c'est de continuer dans son positionnement, d'aller chercher cette deuxième étoile qui est présente. Enfin, le restaurant Le Chantecler est étoilé depuis 45 ans, avec le premier chef très connu, Jacques Maximin, qui a œuvré au sein du Negresco et qui a obtenu cette deuxième étoile. Donc, ça passe par... L'après-Covid nous a... Enfin, la période du Covid nous a amené aussi à une réflexion dans notre slow food, dans l'achat. On s'est rapproché de beaucoup de producteurs dans Oui. l'arrière-pays. Justement, pardon, je vous coupe, mais j'allais dire, Jean-Pierre Savarino doit veiller à ce que vous travailliez, vous fassiez aussi vivre l'économie locale, les producteurs du coin, pour montrer aussi le savoir-faire de la région. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui permet de... On parle beaucoup de transmettre une expérience dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Et là, ça contribue naturellement à transmettre cette expérience par la découverte de produits typiquement originaux de la région. Jean-Marc Daniel. Oui, vous avez donc une carte qui est essentiellement axée sur la gastronomie niçoise ou vous essayez d'internationaliser pour correspondre un peu à votre clientèle? Non, essentiellement, je dirais méditerranéen. C'est-à-dire que, évidemment, que l'ensemble des produits sont originaires de la Tinée, de la Vésubie, et notre boucher est juste derrière chez nous. Enfin voilà. En revanche, nous proposons une cuisine méditerranéenne. Bon, on va terminer en parlant d'environnement, parce que c'est quand même essentiel. On en a déjà parlé en disant que vous étiez vraiment entre la mer et la montagne. Vous, dans les hôtels, dites-nous un peu ce que vous faites. Moi, je pense notamment à la question de l'eau, qui devient une ressource rare, très précieuse, notamment dans cette région, avec le Var qui est à côté, où il y a eu des grosses périodes de sécheresse, des pénuries, des restrictions. On ne pouvait plus arroser déjà l'été dernier. La gestion des ressources, et notamment de l'eau, elle devient très importante, très précieuse. Comment vous aussi, le Negresco, vous vous engagez sur ces questions-là? Alors, c'est un engagement qui est pas nouveau, tout d'abord, puisque le Negresco a été labellisé Écolabel, un label européen, dès 2014. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est un engagement dans différents critères vis-à-vis de l'éco-responsabilité. Ça, c'est le... Et je peux vous assurer qu'en 2015 ou 16, nous étions vraiment novateurs. Par exemple, des distributeurs soyons concrets, de savon, c'était pour les clients, pour nos hôtes, assez honteux jusqu'en 2019, c'était presque honteux d'avoir ce type de distributeur. Parce que vous aviez quoi avant?
Parce qu'on avait tous savon, les produits sous forme de plastique, Oui, avec un emballage plastique. Et qu'on jette une fois que le client part. Miniature, Bah tout oui. à fait. Aujourd'hui, on est reconnu comme un exemple. Donc vous voyez que les mentalités aussi de nos hôtes ont évolué. Sur l'eau, évidemment que c'est un vrai sujet sur lequel nous nous penchons. Nous travaillons par exemple d'ores et déjà avec la fédération locale pour mettre en place toute une sensibilisation auprès de nos hôtes sur la consommation de l'eau. Est-ce que par exemple, dans beaucoup d'hôtels maintenant, on met un petit message en disant si vous ne voulez pas faire laver votre serviette, vous la pendez et on comprendra que ça veut dire qu'on n'est pas lavé. Est-ce que dans un hôtel 5 étoiles, on peut se permettre de proposer ça aussi aux clients ou est-ce que c'est mal vu encore? Complètement. Par exemple, ça c'est un sujet qui appartenait déjà à notre labellisation Écolabel. Donc c'est quelque chose que nous faisons depuis 10 ans et qui est totalement accepté par nos hôtes parce qu'ils sont tout à fait engagés en la matière eux aussi. Une dernière question, Jean-Marc? Oui, une dernière question. Dans les perspectives actuelles, on dit que les Russes vont manquer, qu'il y a du surtourisme, qu'il y a des offensives contre le surtourisme. Est-ce que vous êtes relativement optimiste ou est-ce que vous craignez effectivement une offensive assez systématique contre le tourisme? Alors, je suis plutôt optimiste et je vais rebondir sur ce que disait Franck tout à l'heure. C'est la métropole est très active dans le développement de l'événementiel. Donc déjà, je pense au Tour de France 2024, je pense à la Coupe du Monde en 2023 de rugby qui passe par Nice, l'Ironman, enfin, il y a beaucoup d'événements qui sont générés par l'attractivité et l'engagement de la métropole. Donc ça contribue déjà à générer du séjour sur la destination. Ensuite, sur l'attractivité, je dirais que c'est un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on bénéficie de la reprise des marchés américains. Ce qu'on voit d'ores et déjà en 2023, c'est que l'Australie, par exemple, répond très fort. Et je pense que demain, la Chine va arriver... le grand retour. Voilà, le fameux grand retour tant attendu par nous en tant qu'hôteliers. Et on suivra ça de très près sur BFM Business, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Laurent Servant, directeur du Negresco, Franck Golnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur, et Jean-Pierre Savarino. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis midi, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur.